Jusqu'à maintenant, on s'est attaché à construire un modèle de risque, c'est-à-dire un modèle qui rassemble le meilleur sous-ensemble de variables explicatives pour estimer au mieux la probabilité pour que euh, un individu soit dans un groupe. Donc, quand on pense à la problématique du Covid, c'est pour qu'un individu soit infecté par le Covid ou non. Quand on pense à la problématique de la maturité de l'abricot, c'est pour qu'un abricot soit dans un stade de maturité 1, 2 ou 3. Et en l'occurrence, les variables explicatives étaient 3 variables de colorimétrie et puis 2 variables de biométrie. Alors, je m'arrête un peu plus sur cet exemple parce que c'est celui qui va encore nous accompagner pendant ce podcast. Même si je vais faire un retour sur la question du Covid aussi dans un instant. Donc dans cette partie, on va s'intéresser à l'utilisation de ce type de modèle qui permet d'estimer au mieux une probabilité d'un événement pour prédire l'occurrence de cet événement. Donc il y aura 3 parties dans cet exposé, donc dans cette présentation. Une partie sur ce que ça veut dire que de prédire, vous verrez que c'est pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on évalue une performance de prédiction, et puis enfin, comment est-ce qu'on met en œuvre des procédures de validation croisée qui permettent de s'assurer, de garantir des risques d'erreur de manière réaliste. Alors je suis parti de cette question que l'on voit aussi fleurir dans les journaux en ce moment à l'occasion de la crise du coronavirus, cette question des tests et ce mot-là qu'utilisent pas mal de journalistes sur la fiabilité des tests. Est-ce qu'un test du coronavirus est fiable? On remet souvent en cause la fiabilité des tests qui sont apparus depuis le début de la crise. On va voir ce que ça veut dire que d'être fiable, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fiabilité, elle s'interprète dans un contexte de prédiction. C'est-à-dire qu'un test, c'est un test sérologique, c'est le fait de déduire de la composition de votre sang le fait que vous soyez ou non atteint par le coronavirus. Donc, comme on est dans une situation de prédiction, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on peut commettre des erreurs dans la prédiction que l'on fait, dans le fait de déclarer qu'un individu est atteint ou non, infecté ou non par le coronavirus à partir d'une information indirecte qui est la composition de son sang. Donc, à partir du moment où on peut commettre une erreur, la question est de savoir comment est-ce qu'on garantit que ces risques d'erreur sont faibles. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que la question d'infiabilité, elle ne veut pas dire grand-chose si on ne la détaille pas un peu. Alors d'abord, je vais repositionner ce que ça veut dire que la prédiction. Alors en fait, quand on cherche à prédire l'appartenance à un groupe, puisque là, ici la variable réponse, c'est une variable catégorielle à K modalité, donc c'est une variable de groupe. Du coup, lorsque l'on cherche à prédire l'appartenance à un groupe, et on parle plus précisément que de prédiction, on parle de classification, hein. Et même dans les terminologies modernes, on utilise le mot anglais machine learning, machine étant le mot pour dire qu'on va affecter un individu à un groupe. Donc on va faire de l'introduction au machine learning à travers ce type de modèle. Donc on cherche à prédire la valeur y0, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe y1, y2 ou yk pour un individu pour lequel on connaît les variables explicatives x. Et on sait qu'elles prennent les valeurs x0. Donc là, les variables explicatives sont potentiellement plusieurs. J'en ai noté P là, mais bon, c'est juste... on a vu des exemples avec, par exemple pour la maturité de l'abricot, avec 3 variables de colorimétrie, plus 2 variables de biométrie. Donc on est capable de construire un modèle aujourd'hui avec autant de variables que l'on veut. Donc lorsque la variable réponse est quantitative, prédire, c'est juste appliquer l'équation de prédiction que l'on a estimée en la valeur de x et en la valeur prédite. En revanche, lorsque la variable réponse est catégorielle, prédire est un peu ambigu. D'ailleurs, on verra que la fonction predict qui est utilisée pour les modèles estimés par GLM, elle a plusieurs modalités et il va falloir jouer avec ça. Donc d'abord, prédire, ça peut vouloir simplement dire estimer la probabilité a posteriori, c'est-à-dire estimer la probabilité d'appartenance à un groupe a posteriori au sens connaissant les valeurs des variables explicatives. Donc ça c'est assez simple, on l'a déjà fait, c'est la partie la plus simple de la prédiction. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est lorsque l'on s'aventure à partir de cette probabilité estimée, à donner une valeur que j'appelle y0 chapeau
à la variable réponse, c'est-à-dire à affecter l'individu à un groupe. En l'occurrence ici, y0 chapeau égale yk, ça veut dire que j'affecte l'individu au kème groupe. Donc on va découvrir la fonction predict dont je viens de parler avec un argument qui est type. Type veut dire que je vais avoir plusieurs possibilités pour prédire. Donc je vais faire un tour dans RStudio où j'ai préalablement ouvert le 5e script R, celui qui est associé à la session 5. Donc même discours que d'habitude, je déclare mon répertoire de travail. Donc à vous de faire en sorte que ce répertoire de travail contienne chez vous le jeu de données Maturity, il est ici, voilà. Et puis, je vais maintenant charger les packages. Donc, ils sont installés chez moi, donc je n'ai qu'à les charger. Je ne lance pas la commande d'installation, je ne lance que la commande de chargement du package. J'ai besoin de nnet, j'ai besoin de questionnaire, j'ai besoin de AOD, j'ai besoin de car. Je vais avoir besoin de bestglm, de rcommander misc, de deux nouveaux packages qu'on ne connaissait pas encore, rock r, et puis groupe data 2. Ok, voilà, tout ça c'est fait, ce ne sera plus à faire. Comme d'habitude, je charge les données maturity, donc je les ai déjà commentées 4 fois dans les 4 sessions précédentes sans doute. 435 abricots, 7 variables. Les 3 premières variables sont des variables de colorimétrie, les 2 variables suivantes des variables de biométrie, la maturité, 3 niveaux, 1, 2 et 3, et les variétés, 4 variétés A, B, C, D. Ok, donc je sais maintenant construire un modèle qui permet de modéliser les probabilités d'appartenance aux 3 stades de maturité en fonction de toutes les données quantitatives qui sont ici, c'est-à-dire la colorimétrie et la biométrie. J'ai enlevé du jeu de données la variable variété qui ne rentre pas dans ma règle de prédiction. Voilà, donc ça a ajusté le modèle. Et donc, je suis capable maintenant d'associer à chacun des abricots du jeu de données une probabilité estimée d'être dans le stade de maturité 1, 2 ou 3. Alors, je ne vais pas le faire ici pour tous les abricots, mais seulement pour 3 abricots que j'ai choisis. 1, 43 et 211 sont les numéros de ces abricots dans le jeu de données. Et donc, je vais me contenter de prédire pour les abricots dont le profil de verbe explicatif est donné par les lignes 1, 43 et 211. Voilà, donc il stocke ça dans une petite matrice. Chaque ligne correspond à un des abricots, donc 1, 43 et 211. Et puis vous voyez que le premier abricot, il a 96% de chance d'être dans le stade de maturité 1, et puis très peu de chance d'être dans le stade de maturité 2 et encore moins dans le stade de maturité 3. Le deuxième, il a 73% de chance d'être dans le stade de maturité 2. Et le troisième, il a 54% de chance d'être dans le stade de maturité 2 et 43% de chance d'être dans le stade de maturité 3. Voilà, donc il est capable de calculer ses probabilités. Ça, c'est parce que j'ai utilisé type égale probs. Maintenant, si j'utilise type égale class, j'anticipe un peu ce que je vais raconter tout à l'heure dans le cours, mais je voulais juste vous montrer, tant qu'à être ici, il a remplacé la prédiction par 3 probabilités, les probabilités d'appartenance au stade de maturité, simplement par une valeur qui est la valeur de la variable réponse. Il a considéré que le premier abricot, on pouvait prédire qu'il était dans le stade de maturité 1, le deuxième dans le stade de maturité 2, et le troisième aussi dans le stade de maturité 2. Alors quelle règle il a appliquée? Eh bien, il a appliqué une règle qu'on appelle la règle de Bayes, qui est une règle absolument intuitive et naturelle, qui est de dire je vais affecter l'abricot dans la classe qui est de probabilité a posteriori, c'est-à-dire ces probabilités-là, la plus grande possible. On peut faire pareil avec, donc ça c'est avec multinôme, donc pour 3 modalités. On peut faire exactement la même chose avec le cas d'une variable réponse à 2 modalités. Donc je reprends la maturité, mais cette fois je ne m'intéresse qu'au stade de maturité 1 et 2. Donc j'ai enlevé tous les abricots qui étaient dans le stade de maturité 3. Il me reste dans le jeu de données data 1, 2 que 307 abricots. J'ajuste le même modèle que précédemment, mais seulement sur les abricots de stade de maturité 1 et 2. Alors,
cette fois-ci, predict va s'appliquer à un modèle de type GLM. Et il se trouve que comme ce n'est pas un modèle multinôme, c'est pas tout à fait la même syntaxe que l'on va trouver pour predict. Au lieu d'avoir type égale probs pour avoir les probabilités, on va avoir type égale response. Bon, voilà. Il faut le savoir, quand predict est appliqué, je cherchais le mot, appliqué à un modèle de type modèle GLM binomial, type égale response donne la probabilité. Donc j'ai repris les mêmes abricots, 1, 43, 211, et donc je calcule les probabilités de cette manière-là. Alors je vais regarder les probabilités. Voilà, donc le 1, donc là du coup il n'y a plus qu'une seule probabilité qui est donnée, c'est la probabilité de l'événement correspondant à y égale plus 1, c'est-à-dire être dans le stade de maturité 2. Donc l'abricot 1 il a 9,6% de chance d'être dans le stade de maturité 2, l'abricot 2 il a 98% de chance d'être dans le stade de maturité, pardon, l'abricot 43 dans le stade de maturité 2, et l'abricot 211, 88% de chance d'être dans le stade de maturité 2. Voilà. Donc maintenant, si j'applique cette fonction predict à l'ensemble des abricots, je peux construire un graphique qui permet de mesurer la qualité de ma prédiction, en tout cas par des probabilités estimées, en regardant comment ces probabilités calculées pour l'ensemble des abricots correspondent au vrai statut observé. Donc je vais faire un graphique de type boîte de dispersion, boîte à moustache. En ordonnée, là j'ai mes probabilités estimées grâce à la fonction predict. Et puis en abscisse, j'ai le vrai stade de maturité observé. Alors vous voyez que ce qui est rassurant, c'est le fait que pour le stade de maturité 2, les probabilités sont en général beaucoup plus élevées d'être dans le stade de maturité 2 que pour la maturité observée dans le groupe 1. Donc on a bien une prédiction qui a l'air de fonctionner. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que si on a une règle de décision qui consiste en un seuil sur cette probabilité, c'est-à-dire si je considère par exemple que je vais décider qu'un abricot est dans le stade de maturité 2 dès lors que la probabilité estimée dépasse 50%, donc ça veut dire que je mets un seuil ici à 50%, et tous ces abricots-là, qui ont une faible probabilité d'être dans le stade de maturité 2, mais qui sont en réalité dans le stade de maturité 2, vont être des erreurs d'affectation. Et tous ces abricots-là vont être aussi des erreurs d'affectation, puisqu'ils ont une forte probabilité d'être dans le stade de maturité 2, et pourtant ils sont dans le stade de maturité 1. Et vous voyez que quel que soit l'endroit où je mets le seuil, si je le mets à 0,5, je commets des erreurs, mais si je le mets à 0,4, j'en commets aussi, si je le mets à 0,8, j'en commets aussi. Donc la question, ça va être aussi, plus tard, où est-ce que je mets le seuil pour garantir un faible taux d'erreur. Je reviens sur le diaporama. Alors, quelques mots quelques termes que l'on utilise lorsque l'on fait de la classification. D'abord, le terme classification lui-même. La classification, c'est la règle de décision qui conduit à prédire la valeur de y0 pour un individu pour lequel on sait que ces variables explicatives prennent la valeur x0. Donc ça s'appelle une règle de classification. Parmi les règles de classification, il y en a une qui est particulièrement connue et intuitive, qui est la règle de classification de Bayes, qui consiste à donner à y0 la valeur yk, c'est-à-dire à affecter l'individu dans un groupe yk, qui a la plus grande probabilité a posteriori. Donc la probabilité de y0 égale yk, sachant ces variables explicatives, est la plus grande possible parmi tous les groupes yk. Retour dans RStudio, pour mettre ça en œuvre facilement. Je reste dans le cas de deux groupes, deux stades de maturité. Comment est-ce que je mets en œuvre la règle de classification de Bayes? De la manière suivante. La classe predict, c'est le résultat de la fonction if-else. Si, sinon. Si les probas dépassent 0,5, alors le stade de maturité est 2. Sinon, le stade de maturité est 1. Voilà. Donc là, il a prédit. Je peux construire ce que j'appelle une matrice de confusion. Dans une matrice de confusion, c'est une table de contingence en fait,
qui croise la maturité, le groupe de maturité observé et le groupe de maturité prédit. Donc c'est le résultat de la fonction table, et j'affiche cette matrice de confusion qui me dit que, bon, ici on a en ligne les stades de maturité observés, donc on avait 151 abricots dans le stade de maturité 1, et bien 130 ont été considérés dans le stade de maturité 1 par la règle de classification de Bayes, donc en prenant un seuil à 0,5 ici. Et puis on avait 128 plus 28, ça fait 156 si je ne me trompe pas, abricots dans le stade de maturité 2. Et on en a 128 qui ont été effectivement classés dans le stade de maturité 2. Voilà. Donc une manière assez évidente d'évaluer cette règle de prédiction, c'est de calculer le taux d'erreur, c'est-à-dire les erreurs qui sont... On compte les erreurs, 21 ici et 28 là, et on divise par le nombre d'abricots qui ont été classés, c'est-à-dire 307. Pour ça, on calcule la moyenne de ce vecteur qui va compter le nombre de fois où la prédiction, ici, est différente du stade de maturité. Et on obtient 16%. 16% d'erreur par cette règle de décision. Donc on va revenir sur ce résultat et lui apporter quelques critiques. Alors, je vais revenir un peu sur l'article de Julie Kern qui a introduit la session sur la question des tests sérologique. Donc je descends un petit peu dans l'article qui est sur son blog sur le site de Futura Science.com. Et là, elle va un peu plus loin dans ce qu'elle entend par fiabilité d'un test sérologique, un test immunologique. Elle annonce que les tests ELISA ont une sensibilité située entre 67 et 93% et une spécificité entre 93 à 100%. Ça, ce sont les tests basés sur les PCR, etc. Après, il y a des tests un peu plus rapides qui peuvent être faits en dehors des laboratoires, qu'on appelle les point of care, qui ont aussi une sensibilité comprise entre 80 et 93%, et une spécificité entre 80 et 100%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie sensibilité et spécificité? En tout cas, ce qui est important de voir ici, c'est que la fiabilité, on voit tout de suite que ce n'est pas simplement un critère, c'est déjà plusieurs critères, c'est au moins 2 critères ici, on verra qu'il y en a même d'autres. Donc je vais revenir pour commencer sur ce qu'on entend par sensibilité et spécificité, et puis je vais introduire d'autres critères parce que je vous montrerai que sensibilité et spécificité, c'est pas suffisant, et en particulier dans le cas du Covid-19. Alors, d'abord, pour introduire la question de la sensibilité et de la spécificité, on est dans le cas où y est à 2 modalités, y égale plus ou moins 1. Il faut introduire ce qu'on entend par positif et négatif. Donc, on va considérer qu'un individu est positif si sa prédiction est égale à plus 1. C'est vraiment la terminologie épidémiologique. Hein. Si je prédis, si votre test est positif, ça veut dire qu'on prédit que vous êtes malade. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire qu'on prédit que vous êtes malade. Donc c'est pas y égale à plus 1, c'est y chapeau qui est égal à plus 1. Et de la même manière, un individu négatif, c'est un individu pour lequel y chapeau est égal à moins 1. Donc la prédiction, c'est que l'individu n'est pas malade. Alors la sensibilité, c'est le taux de vrai positif. C'est-à-dire, lorsque l'on annonce qu'il y a une sensibilité, c'était le cas précédemment, je vais y revenir 2 secondes, une sensibilité qui est entre 67 et 93%, ça veut dire que si vous êtes malade, le test a entre 67 et 93% de chances de déclarer que vous êtes positif. Voilà, donc la sensibilité, c'est le taux de vrai positif. On compte le nombre de fois où on a observé qu'un individu était malade et il avait été déclaré positif, et on divise par le nombre d'individus malades. Donc c'est la proportion de positifs parmi les gens malades. Et le taux de vrai négatif, c'est ce qu'on appelle la spécificité du test. C'est la même chose mais chez les gens sains, c'est-à-dire c'est la proportion de gens déclarés négatifs parmi les gens sains. Donc je reviens encore un petit peu en arrière sur les chiffres. 93 à 100%, ça veut dire que si vous êtes sain, le test a
93 à 100% de chances de déclarer que vous êtes effectivement sain. Donc ce qui veut dire, si on reprend ces chiffres-là, que pour l'instant, les tests du Covid-19, ils sont plus spécifiques que sensibles. Autrement dit, si vous êtes sain, eh ben, le test va être beaucoup plus fiable que si vous êtes malade. C'est un peu problématique pour un test de maladie. Alors maintenant, je vais vous montrer que c'est pas parce qu'un test est très sensible ou très spécifique qu'il faut crier victoire. C'est-à-dire qu'on a un test fiable. Donc je vais faire un petit raisonnement mathématique à partir d'outils probabilistes que vous connaissez. En gros, je vais utiliser que le théorème de Bayes. On va supposer qu'on est dans la situation où on cherche à diagnostiquer, en tout cas à prédire le statut pour un patient vis-à-vis d'une maladie qui a une incidence faible, une maladie plutôt rare, qui touche une personne sur 10 000. Donc ça veut dire que la probabilité qu'on appelle la probabilité a priori d'être malade, c'est la probabilité que si vous choisissez quelqu'un au hasard dans la population qui soit atteint par cette maladie, est de 1 sur 10 000. Et puis j'ai un test qui me garantit que la sensibilité et la spécificité sont élevées, elles sont toutes les deux égales à 90%. Ok. La question que je vais poser, c'est quelle est la probabilité que vous soyez malade, sachant que vous avez été déclaré positif. A priori, comme on a une bonne sensibilité et une bonne spécificité, on peut s'attendre à ce que ce résultat soit élevé. Pourtant, on va faire un petit raisonnement classique. Donc, probabilité que y soit égal à plus 1, c'est probabilité pour qu'on soit malade, sachant que y chapeau égale à plus 1, ça veut dire probabilité pour qu'on ait été prédit comme malade. C'est différent de ces quantités-là qui vont mesurer un peu l'inverse, c'est-à-dire probabilité d'être positif, sachant qu'on est malade. Donc je vais inverser le conditionnement, je vais écrire que c'est la probabilité que y chapeau est égal à plus 1, sachant y est égal à plus 1, donc par le théorème de Bayes, il faut que je multiplie par ce rapport-là pour avoir l'égalité. Et on reconnaît ici effectivement la sensibilité, TPR, le taux de vrai positif, True Positive Rate, et puis l'incidence qui apparaît ici, probabilité que y est égal à plus 1, puis enfin il y a un terme ici, probabilité pour que y chapeau soit égal à plus 1, que l'on ne peut pas immédiatement déduire des données, il faut faire un petit calcul. Probabilité pour que vous soyez positif, c'est la probabilité pour que vous soyez positif et malade, plus la probabilité pour que vous soyez positif et sain. Donc ensuite je décompose, c'est positif sachant que vous êtes malade fois la probabilité d'être malade, plus probabilité d'être positif sachant que vous êtes sain fois la probabilité d'être sain. Probabilité d'être malade c'est P, probabilité d'être sain c'est 1 moins P. Probabilité d'être positif sachant que vous êtes malade, c'est la sensibilité. Probabilité d'être positif sachant que vous êtes sain, c'est 1 moins la spécificité. Donc maintenant on a toutes les données, on a TPR qui vaut 0,9, on a P qui vaut 1 10-4, on a TNR qui vaut 0,9 et on a P ici qui vaut 1 10-4. On calcule ça et on trouve 0,10008. Donc on peut le remplacer ici au dénominateur et on trouve 0,009. Donc ça veut dire que vous cherchez à détecter une maladie qui est rare, vous avez un test qui est fiable au sens de sa sensibilité et de sa spécificité de 0,9, et pourtant, si vous êtes déclaré comme positif, y chapeau égale à plus 1, la probabilité pour que vous soyez réellement atteint par cette maladie n'est que de 9 10-4. Donc presque 1 pour 1000. C'est assez faible. Ça veut dire qu'une bonne sensibilité, une bonne spécificité ne garantissent pas une bonne performance de prédiction. Et donc on rajoute souvent aux performances de prédiction d'une règle de décision, d'une règle de classification, 2 critères supplémentaires qui vont aller dans le sens de ce que je viens de dire. Alors on appelle précision d'une règle de prédiction. Les épidémiologistes parlent aussi de positive predictive value. Justement, cette probabilité dont je viens de parler, c'est-à-dire c'est la proportion de gens qui ont été déclarés positifs et qui sont malades, divisé par le nombre de gens positifs. Donc c'est la proportion parmi les positifs de gens malades, ce qui revient exactement à une estimation de cette quantité-là. Et puis la même chose chez les gens sains. Ici, on a la proportion
chez les gens négatifs de gens réellement sains. Donc comment est-ce qu'on calcule ça dans RStudio? On va utiliser des outils spécifiques. Alors, pour commencer, on va les calculer un petit peu à la main. Ça, c'est la sensibilité. Donc, je reviens ici aux abricots. Hein. On n'est plus dans le Covid-19. Donc, c'est la proportion de positif, c'est-à-dire la prédiction, est égale à 2 parmi les abricots dans le stade de maturité 2. Elle est de 82% pour ma règle de décision. La sensibilité, c'est-à-dire la proportion de négatifs parmi ceux qui sont effectivement dans le stade de maturité 1, c'est 86%. La positive predictive value, cette fois-ci, on a observé qu'ils étaient dans le stade de maturité 2. Donc c'est la proportion d'abricots de stade de maturité 2 parmi ceux qui ont été positifs, ici. C'est élevé aussi. Et puis enfin, la negative predictive value est aussi élevée. Donc la negative predictive value, c'est la même chose. Hein. On regarde la proportion parmi ceux qui sont négatifs d'abricots qui sont effectivement dans le stade de maturité 1. Donc on a ces 4 critères qui, dans le cas présent, sont relativement élevés. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour utiliser un package qui s'appelle RockR pour avoir directement toutes ces quantités-là. Donc on va utiliser ce package s'appelle RockR, je l'ai déjà chargé en début de session. Il y a une fonction qui est essentielle en RockR qui est la fonction prédiction. Elle a besoin de 2 arguments, les probabilités estimées et puis les observations. Et à partir de ça, elle fait tous les calculs. Donc elle fait le calcul de la sensibilité, de la spécificité, de la positive predictive value, donc de la précision, et de la negative predictive value. Voilà. Donc on peut regarder les résultats. Alors, avant de regarder les résultats, oui, alors en fait les résultats sont calculés pour une liste, pour une série de seuils sur la probabilité. Le seuil, c'est le seuil dont j'ai parlé précédemment. J'ai parlé d'un seuil à 0,5 pour la règle de Bayes. En fait, il est possible de faire varier ce seuil. Et donc les résultats qui sont là sont pour une série de seuils. Voilà. Donc on va les regarder, ces seuils-là. Ils sont donnés dans les résultats de ces opérations. Donc je vais prendre TPR par exemple. Et puis ils sont stockés ici, dans $xValue 1, comme ça. Donc les seuils, c'est cutoff en anglais. Voilà, donc il a pris plusieurs cutoffs possibles. L'infini, en fait, c'est 1. Et puis il descend comme ça progressivement les valeurs de seuil jusqu'à 0. Et donc moi, je vais choisir de vous montrer les résultats pour le seuil qui est le plus proche possible de 0,5. Donc je choisis le seuil tel que la valeur absolue du seuil moins 0,5 soit la plus petite possible. Which.min de la valeur absolue de cutoff moins 0,5. Donc le seuil en question, je le montre ici, c'est 0,49999. Bon, c'est presque 0,5. Et donc je vais regarder la valeur du TPR pour ce choix, la valeur du TNR pour ce choix. Donc TPR, je rappelle, c'est la sensibilité, TNR, la spécificité, PPV, c'est la précision, et NPV, c'est la negative predictive value. Donc on retrouve les mêmes résultats. Simplement, on est passé par un package, et ce package permet de calculer TPR, TNR, PPV et NPV pour différents choix de seuil. Donc vous comprenez à travers ça que ce qui va être important maintenant, c'est comment est-ce qu'on va jouer sur ce seuil de décision pour prendre la décision. Là, je fais un petit graphique ici qui va illustrer ce que je viens de dire. Alors, ce que je fais dans ce graphique, c'est que je trace les courbes de sensibilité et de spécificité, donc TPR et FP. Alors, TPR et TNR, pardon. TPR et TNR, ouais. Ici, il y a une erreur dans le nom de l'axe des Y, c'est TNR, donc c'est la sensibilité et la spécificité qui sont données ici. Voilà, j'ai même une légende que je rajoute au graphique, voilà. Donc en fonction du seuil, donc en abscisse on a le seuil de décision, donc ce qu'on a vu pour l'instant c'est que si on prenait un seuil à 0,5, ce qui veut dire que si la proba estimée dépasse 0,5, je considère que l'abricot est dans le stade de maturité 2, et si c'est inférieur à 0,5, c'est un stade de maturité 1. Ben, pour ce choix-là, il suffit de regarder ce que valent les courbes pour avoir le TPR
et le TNR correspondant. Je vais relancer le graphique parce que je suis perturbé par le nom des axes. Voilà, TPR et TNR. Donc TPR, c'est en bleu. C'est la sensibilité. Alors évidemment, si je prends un seuil à 0, ça veut dire que je déclare que tous mes abricots sont dans le stade de maturité 2. Donc forcément, j'ai une très bonne sensibilité parce que parmi les abricots qui sont dans le stade de maturité 2, je ne commets aucune erreur d'affectation. En revanche, parmi ceux qui sont dans le stade de maturité 1, je ne commets que des erreurs d'affectation et donc j'ai une spécificité qui est proche de 0. Et puis quand le seuil va augmenter, progressivement, je vais commettre de plus en plus d'erreurs parmi les abricots de stade de maturité 2, parce que je vais en déclarer de moins en moins dans le stade de maturité 2. Je vais en déclarer de plus en plus dans le stade de maturité 1, donc je vais commettre de moins en moins d'erreurs pour les abricots dans le stade de maturité 1, et donc les courbes vont se croiser comme ça. La question, c'est comment est-ce que je choisis le seuil? Eh ben, il y a plusieurs stratégies qui existent. On peut très bien se fixer, et c'est le cas notamment dans les études épidémiologiques, un seuil qui consiste à dire, moi ce que je veux, c'est être bon parmi les gens malades. Donc ici, parmi les abricots de stade de maturité 2, y égale à plus 1. Donc je veux rester à un seuil élevé ici. Évidemment, si je fixe ici un seuil élevé, donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai choisi de me concentrer, je veux le seuil qui me garantit que le TPR il est donné par les valeurs en Y là, TPR Y value, dépasse 0,95. Voilà, je regarde le seuil correspondant, c'est 0,25. 0,25, c'est la plus petite valeur du seuil possible, telle que le TPR, c'est-à-dire la proportion de bien classés parmi les abricots de stade de maturité 2, dépasse 0,95. Le prix à payer pour ça, c'est que je vais commettre plus d'erreurs parmi les abricots dans le stade de maturité 1. Donc j'aurai une moins bonne spécificité. Je trace. Voilà, j'ai choisi un seuil à 0,25. J'en déduis la sensibilité, mais j'en déduis aussi la spécificité. Donc la sensibilité, elle est donnée ici, ça vaut 0,96. Et la spécificité, elle vaut 0,66. Donc elle est assez faible. Voilà. Donc ça peut être une façon de choisir le seuil, de façon assez naturelle. Alors ce qui est important de retenir, c'est que le choix du seuil, il va apporter un compromis entre sensibilité et spécificité. Donc la règle de décision, elle va s'écrire comme ça. Je vais décider que y0 chapeau est égal à plus 1, c'est-à-dire que l'individu est positif, si sa probabilité a posteriori, elle dépasse un seuil. La stratégie du choix du seuil, elle est dépendante de ce que l'on cherche à faire, du compromis que l'on recherche. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise un package en épidémiologie pour définir un seuil qui apporte un bon équilibre entre sensibilité et spécificité. Alors, on va construire ce qu'on appelle une courbe ROC. Donc, je vais utiliser la fonction performance du package ROC-R qui va calculer à partir de l'objet que j'ai construit précédemment grâce à la fonction prédiction. Je reviens un peu plus haut pour rappeler où est-ce que j'ai créé cet objet. C'est ici, pred égale prédiction, donc qui croise les probabilités et la maturité. Cette fois-ci, je vais construire un objet dans lequel je vais avoir TPR et FPR. Alors FPR, c'est quoi? C'est le false positive rate. C'est rien d'autre que 1 moins la spécificité. Donc au lieu d'avoir sensibilité et spécificité, je vais croiser sensibilité et 1 moins la spécificité. Donc je vais avoir TPR et FPR, true positive rate et false positive rate. Voilà, donc je construis une courbe comme ça dans laquelle j'ai en ordonnée la sensibilité, le true positive rate, et en abscisse un taux d'erreur qui s'appelle le false positive rate. False positive rate, c'est j'ai déclaré que quelqu'un était positif, mais en fait, il ne l'était pas. Enfin, il n'était pas malade. Alors voici ce qu'on obtient. On appelle ça une courbe ROC, ROC. Bon, peu importe. Je vais juste vous citer
l'origine de ce sigle ROC, c'est un sigle du monde du traitement du signal qui veut dire Receiver, ça c'est pour le R, Operating Characteristics. Alors ça veut dire en gros performance d'une règle de classification, mais dans un langage traitement du signal. Et donc cette courbe, elle permet d'évaluer la qualité de notre règle de classification. Comment est-ce qu'on l'évalue? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que elle décrit comment est-ce que la, la sensibilité, le true positive rate, évolue en fonction du false positive rate quand on fait varier le seuil. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'idéal, c'est d'avoir une courbe qui passe par ce point que j'ai appelé le point idéal. Alors ce point, il est idéal pourquoi? Parce que si jamais on a un seuil pour lequel la sensibilité est égale à 1, c'est-à-dire qu'on ne commet aucune erreur parmi les abricots qui sont dans le stade de maturité 2, et en même temps le false positive rate est égal à 0, c'est-à-dire qu'on ne commet non plus aucune erreur parmi les individus qui sont dans le stade de les abricots qui sont dans le stade de maturité 1, et bien on a gagné. On a une règle parfaite où on ne commet aucune erreur du tout. Donc l'idéal, ce serait d'avoir une courbe qui passe par ce point idéal. Voilà. Maintenant, la courbe correspondant à une règle de décision un peu triviale qui pourrait s'apparenter à un pile ou face. Je prédis le stade de maturité à partir d'un pile ou face. C'est une courbe ROC qui aurait cette forme-là, qui longe la première bisectrice, je vais faire un petit zoom, la première bisectrice de ce graphique. La première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x. Donc, deux situations un peu extrêmes, une courbe ROC idéale qui passe par ce point en haut à gauche, et puis une situation catastrophique qui est cette courbe ROC. Quand on a une courbe comme ça, elle ressemble à la courbe en bleu, la courbe ROC correspondant à notre modèle, elle s'approche quand même plus du point idéal que de la pire des courbes ROC. La manière de mesurer la performance de notre modèle, indépendamment du choix du seuil, c'est de calculer l'air sous la courbe. L'air sous la courbe en bleu, s'il est proche de 1, alors ça veut dire qu'on a presque une règle de classification idéale. S'il est proche de 0,5, on a une règle de classification qui ressemble à la règle de classification de type pile ou face, donc elle est mauvaise. Alors attention, l'AUC, c'est un critère qui est donc compris entre 0 et 1. Ça pourrait faire penser à l'air sous la courbe, on appelle AUC, on verra le mot plus tard. L'air sous la courbe, c'est un critère qui est compris entre 0 et 1. On pourrait l'apparenter à un R2, sauf que la règle de décision est un peu différente. Le R2, c'est quand c'est proche de 0, c'est pas bien, et quand c'est proche de 1, c'est que le modèle est bien ajusté. L'air sous la courbe, c'est 0,5, la valeur la plus mauvaise, et 1, la meilleure valeur. Alors j'ai employé l'acronyme AUC, j'allais y venir, parce qu'en anglais, R sous la courbe, ça se dit Area Under the Curve, et donc on appelle ce critère l'AUC. Pour avoir la valeur de l'AUC, il suffit de lui demander, grâce à la fonction performance, on dit que la mesure que l'on veut c'est l'AUC, et il nous la donne, donc il dit que sous la courbe bleue, là, on a une R sous la courbe de 0,92, ce qui correspond à une bonne capacité de prédiction du stade de maturité. Alors comment est-ce qu'on utilise cette courbe maintenant pour définir un bon compromis entre sensibilité et spécificité? L'idée c'est que comme on a cet objectif là qui est le point idéal et que la courbe n'y passe pas, sinon ça voudrait dire qu'on a une R sous la courbe de 1, et donc une classification parfaite, on va chercher le point sur la courbe bleue qui est le plus proche possible au sens de la distance euclidienne de ce point idéal. Donc on va chercher à minimiser la distance euclidienne entre le point donné par en abscisse son FPR et en ordonnée son TPR, et puis le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Donc je calcule l'abscisse au carré plus 1 moins l'ordonnée au carré pour tous les points de la courbe, et je cherche la valeur du seuil qui correspond au minimum. Alors là j'ai fait une petite erreur, j'ai pas FPR, j'ai pas dû le lancer ou j'ai pas dû le taper,
Je vais régler ça tout de suite. Voilà, je vais le rajouter ici. Simplement, je reprends la même commande, je vais lui demander de calculer tous les FPR. Ça y est, j'ai fait. Voilà. Donc, non, c'est pas bon ça. Ça doit pas être 0,34 le point idéal, c'est pas possible. Donc j'ai dû commettre une erreur quelque part. Alors, je vais lui demander de TNR. Ça, j'ai déjà calculé. Ah si, pardon, oui. Non, ça c'est bon. C'est parce que je raisonnais en termes de... Donc FPR, c'est un taux d'erreur, donc c'est normal qu'il soit plus faible. Donc le point idéal, selon cette règle de décision, c'est celui qui garantit voilà. Je reviens sur TPR et FPR. Donc TNR, hein, c'est 1 moins FPR, comme j'ai dit précédemment, c'est pour ça que j'avais mal interprété. Donc TPR est bien très élevé, 0,96, et puis le FPR, le taux de faux positif, est de 35%. Donc on a une règle de décision qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui nous garantit que on est à ce niveau de sensibilité et en même temps de spécificité à travers le taux de faux positif. On peut tracer... Ah bah ouais, mais il y a un problème en fait. Mince. Donc, je vais recommencer. Je vais recommencer l'opération après avoir calculé le FPR. Ça ira mieux. Tac, tac. Donc ça va être avant, normalement, puisque je fais usage du FPR ici. Voilà. Tac, tac. C'est mieux déjà. On a meilleur FPR. Donc je refais ma courbe ROC. Alors elle est où cette courbe ROC? Elle est ici. Voilà, je reprends le point idéal, ça y est. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais pas dû lancer cette commande là, peu importe, maintenant c'est fait. Donc j'ai le bon choix, ça doit être bon ça. Cette fois-ci, donc j'ai recalculé TPR et FPR correspondant à ce point-là. Voilà, c'est mieux. Donc ça c'est le point qui est le plus proche sur la courbe du point idéal et qui correspond, on vient de le voir ici, à un TPR de 0,89 et un FPR de 0,16. Donc je répète ce que ça veut dire. TPR de 0,89, ça veut dire que parmi les abricots de stade de maturité 2, presque 90% d'entre eux sont bien classés dans le stade de maturité 2. Par contre, parmi les abricots de stade de maturité 1, il y en a 16% qui sont classés en stade de maturité 2. Voilà, l'essentiel est dit sur la manière de mesurer les risques d'erreur lorsque l'on prend une décision et comment est-ce qu'on peut moduler ces risques d'erreur en fonction du choix du seuil. Et ça dépend du compromis que l'on recherche. On peut chercher à optimiser une sensibilité, optimiser une spécificité, trouver un bon compromis entre sensibilité et spécificité. C'est selon la problématique. Dernière partie, ce dont il faut avoir conscience pour aborder cette dernière partie, c'est que ce que l'on vient de faire donne des évaluations des risques d'erreur, donc sensibilité, spécificité sont des taux de bonnes affectations, mais si on prend un mois, on a des risques d'erreur qui sont optimistes. Donc on a une évaluation de la performance de classification qui est optimiste. Et pour quelle raison? Parce qu'on évalue à partir de la correspondance entre les valeurs observées de Y et puis les valeurs prédites. Mais ces valeurs prédites, elles prennent en compte, dans la construction de cette valeur prédite, dans le fait de mettre un chapeau sur les Y, là, j'ai utilisé la valeur qui est ici, la valeur YI. Donc j'ai introduit une sorte de faveur dans la
proximité qu'il va y avoir entre YI chapeau et YI, puisque YI chapeau est lui-même construit quelque part à partir de YI. C'est lié au fait que je construis une règle de décision sur un jeu de données, et j'évalue cette règle de décision par des calculs de sensibilité, de spécificité, etc., sur ce même jeu de données. Or, mon objectif, ça va être de m'assurer que Y chapeau est proche de, y, de la vraie valeur de Y, mais pour de nouveaux individus qui n'ont pas participé à la construction de la règle de décision. Quand je construis un test sérologique à partir d'un jeu de données de patients, ce qui va me permettre d'optimiser les seuils, etc., dont j'ai parlé précédemment, je veux m'assurer que ces choix de seuil sont bons à partir de nouveaux patients qui n'ont pas participé à la construction de la règle de décision, et ainsi je m'assurerai que la règle de prédiction est valable en situation réelle de prédiction. Donc, il faut introduire une nouvelle façon d'évaluer les performances de classification qu'on appelle la validation croisée. Donc, une procédure d'évaluation à partir de, non pas de Y chapeau et de Y, mais de Y chapeau moins I en abscisse. Alors, moins I, ça veut dire que lorsque j'ai prédit la valeur de YI, la valeur YI elle-même n'a pas participé à la règle de prédiction. Donc, la règle de prédiction ayant conduit à Y chapeau moins I n'implique pas YI. Une telle règle d'évaluation s'appelle une règle de validation croisée. Donc la recommandation, et même si vous ne le faites pas, ça vous est fortement reproché, parce que ça peut conduire vraiment à des erreurs d'évaluation importantes, c'est de toujours utiliser, lorsque vous voulez évaluer une règle de prédiction, une règle de classification notamment, deux échantillons, un échantillon qu'on appelle l'échantillon d'apprentissage, sur lequel vous ajustez votre règle de décision, et un échantillon complètement séparé, test, sur lequel vous allez appliquer votre règle de classification, de prédiction, et vous allez comparer les résultats sur cet échantillon test, et donc valider sur cet échantillon test. On va voir comment ça se passe dans RStudio. Voilà, je vais fermer cette fenêtre graphique. Alors je vais commencer par une règle de classification assez simple. Donc je suis toujours dans le cadre de la maturité, de l'abricot, deux stades de maturité, 1 et 2. Donc je vais avoir besoin d'utiliser N. Alors N, c'est 307, c'est donné ici. 307 abricots, c'est le nombre d'abricots dans le jeu de données. Et je vais commencer par les permuter de manière aléatoire. Donc j'utilise la fonction sample pour ça. Voilà. Donc là, on a une permutation aléatoire des numéros des abricots. 53, 263. Pour montrer que c'est aléatoire, je recommence. On obtient une autre permutation. Et si vous le faites en même temps que moi, vous allez avoir encore une autre permutation. Maintenant, je vais constituer un échantillon d'apprentissage en sélectionnant les numéros, learn IDs, qui correspondent au... Alors, j'ai pris 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers pour l'apprentissage et 1 tiers pour l'échantillon test, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, qui correspondent aux individus permutés qui vont de 1 jusqu'à peu près 2 tiers de n. Donc je dis à peu près, c'est parce que j'ai mis un round ici pour avoir une valeur entière. Donc round de 2 tiers de n, ça vaut exactement 205. Donc je vais prendre les individus dont les numéros sont entre la position 1 et la position 205, et ça va me former un échantillon d'apprentissage. Voilà, et donc l'échantillon d'apprentissage, les données d'apprentissage, c'est les données correspondant à ces individus. Et les données test, j'ai mis un petit moins ici, c'est le complément. Donc test 102 observations. Et puis données d'apprentissage, ça va être au-dessus, 205 observations. Maintenant, je vais procéder à ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire pour construire un modèle à partir des... Pour construire une règle de classification à partir des données d'apprentissage, j'ai besoin de construire un modèle d'abord. Donc je rappelle les étapes de la session 3 et de la session 4. D'abord, on sélectionne le meilleur modèle en cherchant à minimiser le critère d'Akaike avec une recherche exhaustive. Donc là, on va récupérer tous les critères d'Akaike correspondant au modèle sans aucune variable explicative, au meilleur modèle avec une variable explicative, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5.
Alors pour avoir le meilleur modèle sélectionné, je rappelle que ça se passe dans cette matrice-là. Il faut que je prenne la ligne correspondant au meilleur modèle, c'est-à-dire celui qui minimise l'AKIK. Donc si je prends which.min d'AKIK, on va me dire que c'est la 6e ligne de ce jeu de données, de cette matrice-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne. Ok, je prends les colonnes entre 2 et 6 parce que c'est les colonnes, celles-ci, L, A, B, weight et diam, qui vont m'identifier les verbes explicatifs. Et donc si je lui demande exactement ça, je lui demande ce qui se passe entre les colonnes 2 et 6 à la 6e ligne, et je vais avoir cette petite séquence là qui va apparaître. Donc on me dit qu'on sélectionne L, A, B, weight et diam. Voilà, donc je mets ça dans un vecteur que j'appelle selected, qui me dit qu'il a sélectionné toutes les variables. Et donc j'ajuste le modèle uniquement sur les variables explicatifs sélectionnés. Et j'ai rajouté un vrai ici, parce que derrière, je veux qu'il mette aussi dans les données, évidemment, la variable réponse, la variable maturité. Donc si vous regardez learn avec les variables sélectionnées et puis la variable réponse, ça me donne bien les 5 variables sélectionnées. Je remonte un petit peu pour vous montrer l'entête. Les 5 variables sélectionnées et puis la réponse, la maturité. Donc il m'ajuste le modèle. Et puis ensuite, je vais avoir les valeurs de probabilité que j'ai appelées CV comme cross validation. Donc calculé en validation croisée, ça veut dire que j'applique cette règle de décision sur les jeux de données test. Voilà. Alors juste un point. Je vais voir si j'ai de la chance dans ma démonstration. Là, je l'ai fait pour une permutation du jeu de données. Évidemment, vous pourriez obtenir des résultats différents. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je relance toutes ces commandes. Et puis, je vais m'intéresser à la sélection. Ah, c'est encore le modèle avec 5 variables qui est sélectionné. Il pourrait arriver, je ne vais pas risquer encore de faire ça 3-4 fois, il pourrait arriver lorsque vous lancez la commande vous-même de votre côté, qu'il ait sélectionné un modèle à 3 variables. Donc il y a une variabilité possible, mais qu'il faut prendre en compte, sinon on n'évalue pas bien la performance de prédiction, et que dans votre cas, ce soit 3 variables qui soient sélectionnées, 4 variables, etc. Voilà, donc je continue, ce que j'ai déjà fait. Du coup, je me retrouve avec des probabilités sur un échantillon test et qui sont des probabilités qui sont un peu plus fiables puisqu'elles ont été estimées à partir d'un modèle qui n'a pas intégré les données test. Donc c'est une évaluation plus juste des probabilités d'appartenance aux différents groupes de maturité. Et puis je vais utiliser par exemple un calcul de performance de prédiction que j'ai présenté précédemment, qui est l'AUC. Donc cette fois-ci, au lieu de croiser les observations du jeu de données dans son intégralité et les probas, je vais croiser les probas par validation croisée et puis les observations sur le jeu de données test. Et je calcule l'AUC et j'obtiens un bon résultat. Donc dans ce cas précis, la procédure de validation croisée est conforme, me donne un résultat conforme à ce que j'ai observé avec le jeu dans son intégralité. La règle qu'il faut avoir en tête, c'est que plus vous avez des variables dans le modèle, plus vous avez une chance d'avoir une grande différence entre ce que vous observez en validation classique, donc non croisée, et en validation croisée, au sens où la validation non croisée va être toujours beaucoup plus optimiste. Je reviens sur mon diaporama. Alors, maintenant, je vous présente la procédure de validation croisée la plus classique. Ce que je vous ai présenté là, en fait, c'est une procédure de validation croisée, certes, mais qui a une utilité assez limitée parce que, d'abord, elle est sensible, comme j'ai voulu vous l'illustrer, à la permutation initiale des individus, c'est-à-dire à la composition du jeu de données d'apprentissage et du jeu de données test. Si vous relancez, vous aurez un résultat qui peut être, dans certains cas, assez différent. Qui est d'autant plus différent que la taille d'échantillon est petite. Donc quand la taille d'échantillon est petite, ce qui n'est pas tellement le cas ici, mais qui arrive souvent en fait dans les problématiques
en biologie, en santé ou en agronomie. On procède à une procédure de validation croisée un peu plus complexe qu'on appelle K-segment, K-fold en anglais, que je vous décris ici. Donc j'ai représenté le jeu de données complet par un rectangle debout comme ça, avec plus d'individus que de variables. Donc ce que je commence à faire, c'est diviser le jeu de données en K-segments. On verra tout à l'heure comment on choisit K. Ici c'est 8 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Et puis, dans un premier temps, donc K-segment équilibré, dans un premier temps, on va considérer qu'on va faire de la validation croisée en considérant que les 7 segments qui sont ici forment l'échantillon d'apprentissage et le segment qui est là forme l'échantillon test. Donc, voilà. Donc on a un échantillon d'apprentissage formé de 7 huitièmes de l'échantillon total. Et puis je vais cycler sur les segments. Donc je vais recommencer la même chose, cette fois en considérant que l'échantillon d'apprentissage c'est le premier et puis les 6 derniers, et que du coup l'échantillon test c'est le deuxième. Puis ensuite pareil avec le troisième. Et quand j'aurai terminé de cycler sur les segments, j'aurai donc pour tous les individus de l'échantillon une valeur observée, et au regard de cette valeur observée, j'aurai une valeur prédite. Mais cette valeur prédite, c'est bien un y chapeau indice moins i, au sens où l'individu lui-même, la valeur de la réponse de cet individu, n'a pas participé à la prédiction. Donc le choix de cas, eh bien, ça dépend un peu du temps de calcul pour l'ajustement de la règle de classification. Ici, on est dans des modèles simples, donc ça va très vite. Mais disons que ce qui est en général par défaut dans les procédures de validation croisée dans R, c'est soit 3, donc 2 tiers, 1 tiers, c'est pour ça que je suis parti sur 2 tiers, 1 tiers dans ce que j'ai fait précédemment, soit le plus souvent 10, on travaille en 10 segments. Et puis, il y a un cas un peu extrême, c'est quand n est vraiment petit, on peut choisir k égale n. Donc si je reviens un petit peu en arrière, je choisis k égale n, ça veut dire que chaque segment est constitué d'un seul individu. Donc je divise mon échantillon en n segments, c'est-à-dire que chaque segment est constitué d'un seul individu. Et donc dans ces cas-là, on dit qu'on fait du leave one out. Un dernier tour dans RStudio pour voir comment ça se passe. La K-fold cross validation. Donc je vais utiliser un package qui s'appelle group data 2 pour créer mes segments. Alors, créer mes segments, je fais ça avec la fonction fold de ce package. Je lui donne mes données, je lui dis que je veux 10 segments, k égale 10. Et en plus, cette fonction fold, elle est pratique parce qu'elle permet de s'assurer que dans les différents segments, on a une représentation suffisante des deux stades de maturité. Donc c'est pour ça que j'utilise cette fonction. Donc il y a un argument ici qui est catcall qui permet d'équilibrer les segments en fonction d'une variable, et en l'occurrence je choisis le stade de maturité. Et donc le résultat est donné dans un objet qui s'appelle $folds, .folds. Voilà. Donc j'ai juste voulu vous montrer ici comment est-ce que les stades de maturité se répartissent en fonction des segments. Là encore, il y a eu une permutation aléatoire avant qui est masquée dans la fonction fold, donc ça veut dire que si vous le faites vous-même de votre côté, il est possible que vous ayez un résultat différent, évidemment. Et puis je vais juste mettre en application ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vais commencer par initialiser un vecteur de probabilité CVProba, donc en validation croisée, en répétant 0 n fois. Donc pour l'instant il est vide, enfin au sens où il n'y a pas d'information intéressante dedans, il n'y a que des zéros. Et puis je vais cycler sur les segments. Donc pour k allant de 1 jusqu'à 10, je vais définir un échantillon d'apprentissage comme celui constitué par toutes les données telles que le segment est différent de k. Donc je retire l'échantillon k de l'échantillon d'apprentissage. L'échantillon test correspondant, c'est justement celui pour lequel le segment est égal à k. Voilà, le segment est ici. Ensuite, je sélectionne à partir de mon échantillon mes données d'apprentissage qui sont ici, en minimisant le critère d'Akaike. Je reprends les mêmes commandes qu'au-dessus en fait. Ensuite, je sélectionne la ligne de mon tableau $subset qui correspond au minimum d'Akaike, comme tout à l'heure. J'ajuste le modèle sélectionné comme tout à l'heure, et je calcule la probabilité par validation croisée dans le segment K à partir de predict appliqué au jeu de données test. Donc en fait, je fais comme précédemment,
sauf que je l'ai fait sur 10 segments, et donc j'ai un résultat qui porte sur 307 abricots et non plus sur le tiers de l'échantillon. C'est parti. Donc il fait 10 fois le travail de sélection. Et comme tout à l'heure, je vais calculer le critère AUC. Et cette fois, il a un résultat qui est légèrement inférieur, donc de 0,92. Mais on va dire que globalement, vous, si vous le faites, d'ailleurs je vais le refaire pour vous montrer, si vous le faites, il y a une petite variabilité normale qui est liée à la variabilité du découpage en 10 segments. Voilà, 0,91. Donc si vous le faites, vous devez obtenir un résultat qui est un peu de ce type-là et qui doit confirmer le fait qu'on est un petit peu en dessous du résultat qu'on avait annoncé en ne faisant pas de validation croisée, mais en gros, ça confirme la bonne qualité du modèle et les bonnes performances de prédiction. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis donc vous avez un exercice sous forme de fichier A Markdown qui vous permet de remettre ça en œuvre sur un autre exemple.